Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, l'une des pratiques remarquables dans notre société, c'est la mauvaise gestion des eaux usées. Elle a des conséquences indésirables sur l'environnement et sur la santé des populations. Dans ce journal, des citoyens se prononcent sur la question. Des fourmis utilisées comme agents de surveillance pour prévenir d'éventuels virus. Comment cela est-il possible? Les éléments de réponse dans ce journal. Et puis nous parlerons de l'importance des sacs biodégradables dans la protection de l'environnement. C'était tout pour les titres. À présent, le journal. La mauvaise gestion des eaux usées domestiques constitue un facteur de pollution de notre environnement. C'est l'un des comportements inciviques qui a des conséquences graves sur la santé. Comment lutter contre ce phénomène et maintenir la propriété dans notre environnement? L'équipe de Green TV International a tendu son micro à certains citoyens de Lomé. Voici leur opinion. Dans notre maison, on a la chance d'avoir de l'espace. Donc, on ne jette aucune eau dehors sur la route. On a aménagé un endroit dans un espace, tous les eaux vont là-bas. Ce n'est pas bon de jeter les eaux sur la route. Les gens font ça parce qu'ils n'ont pas d'endroit où verser de l'eau chez eux dans la maison. Donc le mieux serait d'avoir les moyens ou bien de fournir des puisards dans toutes les maisons pour que les eaux usées puissent partir. Comment traiter les eaux usées? Personnellement, je me mobilise avec les gens de la maison pour faire de petits rigoles. Ensuite, pour pouvoir évacuer les eaux usées. Et aussi savoir tamiser les eaux depuis la maison, c'est-à-dire enlever tout ce qui est plastique, déchets, odeurs nauséabondes, tout ça là. Enlever ces choses-là dans les eaux usées avant de les jeter dans les rigoles. Et aussi, à chaque fois, il faudrait mettre des déodorants pour le nettoyage des maisons, etc. Parfois, on sort de la maison pour prendre de l'air. Mais quand vous jetez ces eaux usées avec des odeurs pas possibles, vous-même, quand vous sortez, vous ne vous sentez pas heureux là-bas pour pouvoir prendre de l'air. Donc, s'il vous plaît, tamisez les eaux avant de les jeter et trouvez des solutions efficaces comme des rigoles évacuables pour pouvoir traiter ces eaux usées-là. Ce que je peux dire, c'est qu'après la cuisine, on doit filtrer l'eau pour enlever les déchets avant de les jeter. Il y a d'autres qui jettent ces eaux usées sans les tamiser. Ce n'est pas une bonne chose. C'est la propreté on veut et rien d'autre. Pour la vaisselle, je tamise l'eau pour que le déchet ne rentre pas dans le tuyau. Je tamise et je mets le déchet dans la poubelle. L'eau part directement. Mais pour la lessive, comme tout le monde, je jette l'eau dehors. C'est de cette façon que moi je gère mes eaux à la maison. Il faut sensibiliser les gens par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas l'ampleur de ce qu'ils font. Souvent ce sont des locataires et après c'est la charge des propriétaires et tout. Donc il faut sensibiliser la plupart des gens de ne pas laisser passer directement l'eau dans le tuyau, de tamiser, sensibiliser et tout. Les risques d'inondation sont accrus et demeurent réels en raison de l'abondance des précipitations en saison pluvieuse. Face à cette situation, la population nous décrit comment elle vit la période pluvieuse et les précautions qu'elle prend pour pouvoir s'en sortir. Suivons leurs propos à travers ce micro-trottoir. Sur cette route, quand il pleut, il y a beaucoup d'accidents qui se produisent. Et je prends l'exemple d'ici, nous voyons qu'il y a un pavé collé au mur du CG. Et les habitants, les piétons cherchent à marcher sur ces pavés. Au même moment, les taxis-motos cherchent à emprunter la voie là. Et beaucoup d'accidents se produisent à ces moments d'inondation ou bien à ce moment de la pluie. D'abord, avant l'arrivée des pluies, il y a les remblayages qu'on fait. Souvent, dans certaines maisons, s'il pleut là, pour sortir de la maison, c'est problème. Il y a certaines parcelles, c'est tellement vaste. Donc, les gens sont obligés de scinder des parcelles pour qu'ils puissent marcher et sortir. Et puis, souvent, sur les rues aussi, non. On n'arrive même pas à sortir. Il y a la boue. Et puis, ça glisse souvent aussi. Nous avons un sérieux problème d'inondation ici. Quand il pleut, l'eau envahit nos chambres. À titre préventif, certains font des remblais. Moi, j'ai cherché des briques pour placer devant ma porte et ma chambre. Lorsqu'il pleut, la voie est vraiment impraticable.
Nous prions vraiment les autorités afin de pouvoir construire des réseaux de canalisation d'eau pour régler ce problème. Elles sont souvent vues comme des insectes nuisibles, mais valent mieux que cela. Des fourmis légionnaires sont utilisées pour détecter et prévenir de nouveaux virus dangereux pour l'homme et pour son environnement. Comment cela est-il possible? Les précisions avec Vivas Amana. Des fourmis pour prévenir des virus. C'est la découverte inédite que les chercheurs d'une équipe internationale de scientifiques révèlent. En effet, les fourmis légionnaires d'1 centimètre de long avec de grosses mandibules sont utilisées comme agents de surveillance des virus dans les forêts tropicales. Ces fourmis, de par leur composition génétique, pourraient avoir une idée sur des virus végétaux et animaux existants dans les forêts. Après plusieurs expériences, des virus ont été retrouvés dans le corps des fourmis. Le virologue Philippe Roumagnac explique qu'autant de virus sur une petite quantité de fourmis qui se trouvent toutes au même endroit, c'est énorme. Une expérience menée avec 209 fourmis analysées a révélé 157 genres de virus. Cela représente 6% de la totalité des genres viraux connus à ce jour au niveau mondial. Les fourmis ratissent de façon large et efficace. Le système de collecte régulier des fourmis légionnaires permettra de savoir régulièrement les virus qui circulent localement sur les plantes et les animaux. Ceci afin de prendre des dispositions pour éviter d'éventuelles transmissions de maladies aux hommes. Les chercheurs surveillent les forêts tropicales parce que parmi les virus pathogènes qui ont été à l'origine d'épidémies chez l'homme, 60% sont d'origine animale, particulièrement dans les forêts d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique. À partir du 1er janvier 2024, les Français devront trier les ordures ménagères avant de les mettre à la poubelle. Ces poubelles spéciales leur sont livrées par la communauté des communes. Cette nouvelle mesure contribue à réduire les risques de pollution et à encourager ainsi l'utilisation des sacs biodégradables. Les précisions dans ce reportage qui suit. Voilà, on va faire une bonne compote de pommes pour le dîner. Chez Juliette Guillen et ses 5 enfants, à l'heure de préparer les repas, une nouvelle habitude s'est installée depuis quelques semaines. On va tout séparer quand même. Bien séparer les épluchures et les écorces qui finiront dans une poubelle reçue début mars. J'attrape tout ce qui est biodégradable et puis effectivement je peux mettre aussi les coquilles des œufs. Trier ces déchets biodégradables, ce sera une obligation pour les particuliers au 1er janvier 2024. Car aujourd'hui, un tiers des déchets de nos poubelles sont des déchets alimentaires, soit plus de 80 kilos par personne et par an. On peut jeter les préparations de repas comme les épluchures, les coquilles, les restes de viande, poissons, produits laitiers, les produits périmés sans emballage. On peut même jeter son sachet de thé, son café ou son essuie-tout. La communauté de communes a fourni à Juliette Guillen un bac de collecte qu'elle a pu installer dans son jardin. La moitié de la ville de Chaville est équipée de ces nouveaux bacs marrons. Au niveau des copropriétés, c'est en train d'avancer, il y a quelques réglages. Il y en a d'autres où ça pose problème, ça va être les propriétés qui ont des petits espaces pour les containers. À Lyon, un quart de la métropole est équipé de ces nouveaux containers à biodéchets, déjà adoptés par de nombreux habitants. C'est exactement le même principe que le verre. C'est très accessible, c'est très facile, même s'il fait froid, de vite sortir de chez soi et mettre ce compost. Les biodéchets sont collectés par cette entreprise. Ils sont triés à nouveau pour enlever tout plastique indésirable, puis broyés et mélangés avec du bois. Il en ressort ce prêt à composter, plus rapide que ce que l'on obtiendrait chez soi. Quand on fait soi-même son compost, il faut au moins 9 mois pour avoir un compost, souvent 12 mois, parfois plus. Donc ici, on arrive à le réduire à 3 mois. Le compost se décompose ensuite naturellement sous des bâches. À la fin, le voici prêt à enrichir de nouveau le sol, vendu à des particuliers ou des agriculteurs. D'ici 2024, toutes les collectivités devront proposer un circuit pour recycler les biodéchets. La protection de l'environnement passe aussi par le bon choix des outils que nous utilisons, notamment les sacs biodégradables. Ces sacs polluent moins l'environnement et protègent la nature et les êtres humains. L'importance des sacs biodégradables dans la protection de l'environnement, c'est un reportage de Alessandra Abikombi. Les sacs biodégradables se décomposent totalement sous l'action de la lumière et de la chaleur et ne produisent aucun effet toxique sur la vie des populations. Depuis quelques années, le monde est confronté aux conséquences du réchauffement climatique causé par l'utilisation excessive des sachets plastiques. Au Togo,
Pour aider la population à lutter contre le changement climatique et maintenir la propreté, Nino Baron a opté pour la production des sacs biodégradables et recyclables. Nous avons pris une initiative et le choix de faire ce genre de sacs parce que on trouve que les sachets noirs et autres là ont des effets néfastes sur notre environnement, alors que les sachets ou bien les sacs en carton, je pense que même après leur première utilisation, ils sont encore serviables à faire des trucs. C'est très coûteux par rapport aux sachets autres là, parce que bon, on a pris des matériaux pour pouvoir faire les sacs là, c'est un peu cher, mais bon, actuellement nous avons des partenaires, ce qui fait que nos prix sont vraiment très bas, et puis tout le monde peut procurer de ce genre de sacs facilement. Ce qui est bien, les premiers clients qui viennent, c'est eux-mêmes qui nous cherchent encore d'autres clients, et en même temps, les consommateurs de ces clients, eux aussi viennent chez nous pour pouvoir en avoir plus d'informations et payer pour leurs activités. Sur le marché, certains commerçants choisissent d'utiliser les sacs biodégradables pour emballer les produits de leurs clients. Cela permet de protéger le client en même temps que l'environnement. Nous avons fait ce choix parce que ça rend très classe la vente de nos diverses choses. Si les clients prennent ce genre de sacs, ils sont fiers quoi. Ils se sentent bien dans leur peau plutôt que les sachets. Nous tous, nous voulons apporter notre pierre quoi. Genre, nous voulons faire en sorte que l'environnement se sente bien tout. Donc, lorsque nous avons écouté le monsieur nous a dit que ce sont des sacs biodégradables, nous avons opté pour ce genre de sacs. J'ai opté pour les sacs biodégradables parce que ça aide à protéger l'environnement. Ça évite la pollution de l'environnement parce que les sacs sont faits en carton et c'est biodégradable. Ça se dégrade vite, ça évite les pollutions. Contrairement aux sachets qui sont là, qui durent, ne dégradent pas, ça pollue l'environnement. En plus, c'est à moins de coût, ça aide beaucoup. Contrairement aux autres packaging personnalisés, tout ça, c'est joli, présentable et en même temps, ça nous aide à protéger l'environnement. En plus de son importance dans la protection de l'environnement, le sac biodégradable ne manque pas d'offrir au client l'élégance dont il a besoin. Déjà, c'est un sac bien présentable par rapport au sachet noir. Ça, c'est déjà classe, c'est joli dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est une belle initiative dans le sens où c'est aussi notre aide à apporter à l'environnement. C'est une opportunité pour nous de faire du bien à l'environnement. Privilégier les sacs biodégradables, c'est mieux que d'utiliser les sacs en plastique. Plusieurs avantages rentrent dans la politique d'utilisation des sacs biodégradables. Cela contribue à notre santé et à la protection de l'environnement. La contribution de tous pour un Togo propre et sans maladie dépend de tous et de chacun. La revue française Nature change climat a publié une étude selon laquelle 9 types d'animaux aident à limiter le dérèglement climatique. Alors, quels sont ces animaux et comment contribuent-ils à protéger l'environnement? Voyons cela avec Alessandra Dekombi. Des poissons marins, des baleines, des requins, le loup gris, le gnou, la loutre de mer, le bœuf musqué, l'éléphant de forêt d'Afrique et le bison d'Amérique sont les 9 types d'espèces animaux qui peuvent contribuer à lutter contre le changement climatique. Dans la revue Nature Climat Change du 27 mars, 15 scientifiques ont affirmé que ces 9 types d'animaux pourraient permettre de capturer 6,41 gigatonnes de dioxyde de carbone par an. En piétinant la terre, en mangeant des plantes ou d'autres animaux ou par leurs excréments, ces créatures contribuent à faciliter la capture du carbone. Combiné à l'ensemble des autres mesures de réduction des gaz à effet de serre, le rôle de ces animaux dans cette lutte représenterait plus de 95% de la quantité nécessaire chaque année pour atteindre l'objectif d'éliminer 500 gigatonnes de carbone de l'atmosphère dans les années à venir. Ce résultat permettra de maintenir le réchauffement climatique en dessous du seuil de 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Il faut également souligner que les recherches continuent et que de nombreuses espèces pourraient exercer un contrôle très fort sur le cycle du carbone. Des populations de nombreuses espèces animales sont en voie de disparition au moment même où leur rôle dans la protection de l'écosystème est très important.
Il y a urgence car l'extinction des espèces animales pourrait entraîner la perte de 3 milliards de tonnes de carbone d'après une étude en 2019. Le Sénégal veut renforcer la lutte contre la pêche illégale dans ses eaux maritimes. En collaboration avec la marine française, le pays s'est doté d'un avion de surveillance de type Falcon 50. Cela permettra de limiter la pêche anarchique dans ce pays. Les précisions dans le reportage qui suit. Parmi les efforts fournis par le Sénégal pour combattre la pêche illégale, figure la coopération avec les effectifs français au Sénégal et leur Falcon 50. Nous embarquons un inspecteur de la DPSP sénégalaise à bord pour allier effectivement notre savoir-faire au sein de l'aéronef, la vitesse du vecteur et aussi la connaissance de la zone de l'inspecteur des pêches sénégalais. Donc il y a vraiment un travail de coopération et de coordination qui fonctionne très bien jusqu'à maintenant. Donc on reporte les éléments factuellement nous de notre côté et ensuite l'inspecteur des pêches au travers de la DPSP choisit de la suite à donner si toutefois il y a des infractions qui sont remontées sur ces vols. Chaque semaine, à bord du Falcon 50, les militaires français et un inspecteur sénégalais patrouillent au-dessus de l'Atlantique pour surveiller les activités de pêche illégale dans les eaux sénégalaises. Ces eaux suscitent la convoitise. Thon, sardines, crevettes, langoustes et poulpes enrichissent ces eaux et font du Sénégal l'un des pays les plus poissonneux au monde. C'est des aéronefs qui disposent de capteurs, de capacités d'observation qui permettent de renforcer nos performances en matière de détection et d'identification des navires qui contreviennent à la réglementation des pêches. Ces dernières années, les pêcheurs ont vu arriver des chalutiers industriels étrangers pratiquant la surpêche alors que le secteur fournit environ 600 000 emplois et fait vivre des millions de personnes dans le pays. Les autorités sénégalaises se sont mobilisées pour protéger les ressources halieutiques. La direction de la protection et de la surveillance des pêches sénégalaises a procédé à des arraisonnements avec des amendes allant à 30 millions de francs CFA. Malgré les efforts de lutte contre ces pratiques illégales, les moyens restent insuffisants selon des ONG comme Environnement Justice Fondation. Les changements climatiques sont une menace grave pour la Terre et pour les espèces. Selon les paléontologues, les changements actuels sont plus rapides que ceux que l'univers a connus dans le passé. Une situation inquiétante que nous décrit Rafietou Mbirikou. Les changements climatiques ont existé depuis la nuit des temps. Mais selon le paléontologue écossais Thomas Hallyday, le changement climatique actuel paraît trop rapide et fait penser à la grande extinction de la Terre dénommée Permien-Trias, survenue il y a 250 millions d'années. À cette période, l'activité volcanique relâchait de grandes quantités de méthane et d'autres gaz à effet de serre. En Sibérie, 95% de la vie avait disparu. L'océan s'était acidifié. Selon les spécialistes, il existe certes un cycle naturel qui fait varier le climat et qui provoque l'extinction de certaines espèces. Mais celui que nous observons maintenant n'est absolument pas naturel. Certaines activités laissent voir des phénomènes observés il y a 250 millions d'années et cela paraît inquiétant. Avec les pollutions de toutes sortes, on assiste à une forme d'autodestruction de l'humanité. Les activités humaines qui augmentent les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique doivent faire réfléchir à la question suivante. Les humains vont-ils décider de conserver leur monde ou provoquer l'apparition d'un monde nouveau sans eux? La réponse à cette question est importante car en observant les changements climatiques qui se sont produits dans le passé et ceux qui existent maintenant, on doit pouvoir penser à ce qui va se passer dans le futur. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous pour votre attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. À bientôt.